l'Alliance des partis pour la victoire à Pave, c'est ça? Oui, bien sûr. Monsieur Kaba, Bien sûr. bienvenue dans cette émission. Alors, tout à l'heure, on va parler de l'actualité socio-politique de la transition. Première question, c'est Keita. Alors, une petite précision. Vous êtes de quel camp en ce moment? Est-ce que vous êtes de la première équipe ou de cette équipe qui a pris part au De la gauche, de la droite ou bien du qui a centre, pris hein? part au cadre de concertation initié par le CNRD, ou vous êtes de ceux qui ont décidé de bouder la rencontre? C'est juste une question de précision. Je voudrais d'abord dire bonsoir à vous, à vos millions d'auditeurs, et bonsoir également à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre présentement. Un jeune président, hein? Ouais. Allez-y. Jeune président, bien vrai que le jeunisme n'est pas une valeur intrinsèque, d'accord? Je voudrais dire que nous, en ce qui nous concerne, nous faisons partie des partis politiques qui avons pris part à la première rencontre sollicitée par le CNRD, parce que c'est nous-mêmes en amont qui avons demandé à ce qu'un cadre de dialogue puisse être mis en place pour que les acteurs politiques viennent discuter avec le CNRD. Maintenant que ce cadre était là, je ne voyais pas la raison pour laquelle on devait encore se retourner pour avoir d'autres arguments. Parce que je pense que les arguments les plus plausibles, on peut les faire valoir seulement si toutefois nous avons les interlocuteurs en face. Du moment où ce cadre était là, il n'y a pas d'autre chose. Nous, on est partis et nous assumons notre responsabilité. Est-ce que c'est le cadre qu'il faut? Selon certains d'autres partis politiques qui pensent que ce n'était pas un cadre approprié par rapport justement à ces partis politiques, il fallait trouver un autre cadre qui répondrait aux exigences de la classe politique guinéenne. J'ai souvent l'habitude de dire que 1000 mètres de marche commencent par un pas. Nous avons demandé à ce qu'un cadre de dialogue soit mis en place. Du moment où le CNRD a donné l'opportunité de venir discuter, Oui, mais pas un cadre fourre-tout où tout le monde se retrouve. Qu'est-ce que vous appelez cadre fourre-tout? C'est-à-dire ce que pensent certains leaders politiques, c'est-à-dire que vous avez un cadre où la société civile se rencontre, vient les syndicats, les politiques viennent, tout le monde. Alors, est-ce que ça va leur permettre aux politiques de poser les réels problèmes auxquels ils sont confrontés ou d'apporter leur partition pour ce qui est de la réussite de la transition? Je vous donne un exemple. On a dit, il y a eu des idées divergentes, d'accord? D'autres personnes ont dit qu'il fallait vraiment permettre seulement à ce cadre d'être seulement politique. D'autres ont dit qu'il fallait permettre à ce que tout le monde vienne s'exprimer, d'accord? Mais nous avons été. Cela ne nous a pas empêché de dire ce que nous voulons dire au CNRD. Moi, je pense que ce qui était plus important, au lieu que les institutions ne soient des éléments sans valeur, il faudrait plutôt leur donner de la valeur. Alors, pour leur donner de la valeur, il faut permettre à chaque acteur politique de venir s'exprimer. Et je pense que l'opportunité était là pour la première fois à l'ouverture de ce cadre de dialogue. Maintenant, si vous avez des positions, l'opportunité était là pour exprimer ces positions. Mais c'est dire tout simplement que oui, nous allons boycotter parce que nous avons des arrière-pensées ou bien nous avons des agendas. C'est comme ça que moi j'appelle. Pourquoi? Parce que vous savez, notre République souffre de beaucoup de choses depuis 1958. Je l'ai dit certainement parfois en dehors des studios. Le temps de 58 jusqu'à 84, Ahmed Sékou Touré, il était là. Il y a toujours des Guinéens qui ont essayé de peindre la Guinée, entre guillemets, de façon diabolique. D'accord? C'était au temps de Lansana Conté, les mêmes choses sont répétées. Quand Alpha est venu, les mêmes choses sont répétées. Avant d'abord lui, Dadis Camara. Je l'ai dit et je répète encore qu'il faudrait qu'on soit capable de faire souvent une rétrospective et tirer les leçons de ce qui s'est passé. Regardez par exemple, en 2009, lorsqu'il y a eu la transition sous Dadis Camara, beaucoup de personnes ont dit qu'il faut se précipiter pour aller à une élection présidentielle parce qu'on estimait tout simplement que c'était la chose fondamentale. Et certains avaient demandé qu'on commence aux élections communales et puis on vient aux législatives, présidentielles. Moi, personnellement, je fais partie de ces personnes qui avaient décidé, bien entendu, je n'étais pas à l'époque au sein d'une formation politique, mais en tant que citoyen, parce que je me suis dit que l'élément fondamental et essentiel, d'abord, la première citoyenneté, d'abord, c'est faire la politique pour un citoyen. La première activité d'abord d'un citoyen, c'est faire la politique. C'est ce que les gens doivent comprendre. On ne peut pas se désengager de sa responsabilité vis-à-vis de l'État pendant qu'on est citoyen de cette nation. Moi, j'ai pris la décision, par exemple, en 2009, je suis venu vers beaucoup d'acteurs politiques, notamment c'était le cas de Dadis Camara en personne.
Je le regardais comme ça, je lui ai dit, Monsieur le Président, après tout ce que je pense en tant que jeune, je prends le courage aujourd'hui de vous dire que vous ne devez pas vous présenter aux élections présidentielles. Il était très étonné, il m'a affirmé que oui, il n'allait pas le faire. Mais pour l'instant, il était entre l'enclume et le marteau. Pourquoi? Parce qu'il estimait tout simplement que d'un côté, il y avait une armée fragile et que s'il disait tout de suite qu'il n'allait pas se présenter aux élections, il y a d'autres personnes ou bien d'autres militaires c'était l'argument brandi à l'époque. Hein, voilà, qui pouvaient se retourner contre lui. Sauf que l'argument à l'époque ne tenait pas la route. Permettez seulement... l'argument ne tenait pas la route, Monsieur Kaba. Permettez mon analyse, d'accord? Il a dit que si toutefois, il permettait tout de suite là, de dire officiellement qu'il ne se présentait pas, peut-être cela n'allait pas plaire à d'autres militaires qui pouvaient réagir contre lui. Et s'il disait tout de suite là que, oui, je me présenterai ainsi, les civils aussi pouvaient manifester, donc pour l'instant, qu'ils gardaient le cap, mais avancier. Mais pour moi, ce que moi je voudrais vous dire... Mais à un moment donné, il a dit aussi qu'il aurait pu enlever la tenue. Il aurait pu, au conditionnel. Il savait qu'à ce moment-là, ça glissait. Au conditionnel. Cet argument ne tient pas. Au conditionnel, je suis au conditionnel, d'accord? Revenons maintenant sur... Mais ce que je voudrais dire, ce que je suis en train de dire, permettez-moi, c'est très important, parce que pour une fois, il faudrait que les Guinéens apprennent, je dis encore une fois de plus, à analyser le passé. D'accord? Pendant cette même période, aujourd'hui, vous savez que la Guinée, par exemple, n'est pas totalement électrifiée, on est d'accord, n'est-ce pas? Un président de transition prend la décision d'électrifier toute la Guinée. Il avait commencé à mobiliser les fonds. Il voulait même engager cette procédure. Cependant, il a constaté, à travers ce qui lui a été remonté, qu'il y avait eu de la surfacturation. Il s'est dit, écoute, il faut d'abord... Vous parlez de Doumbouya? Non, je parle d'abord de Dadis Camara. Vous avez compris? Il avait engagé quelque chose qui allait permettre de soulager les Guinéens, c'est-à-dire l'électrification de toute la Guinée. Mais il y a des personnes qui se sont permises à l'époque d'empêcher Dadis Camara d'envoyer l'électricité. Parce que s'il le faisait, tout à l'heure, il allait être célèbre et il allait se cramponner au pouvoir. On voulait l'électricité ou bien on choisir les têtes des personnes qui doivent envoyer l'électricité. Ce que vous ne savez pas, par exemple, en sociologie politique, il y a toujours ce qu'on appelle la pensée sociologique. Vous savez que vous faites partie d'une famille, tous ceux qui sont là appartiennent à un père et une mère, autant que moi. Chacun appartient à une famille, à une communauté. Quand vous frustrez la communauté de l'autre, ne soyez pas surpris demain que ce soit un revers. Donc vous comprenez, qu'on le veuille ou pas, nous sommes allés plus profondément pour faire des enquêtes, par exemple, sociologiques, pour penser comment les gens pensent. Beaucoup aujourd'hui, d'où Dadis vient, ils pensent qu'ils sont frustrés. Parce que tout simplement, ils se disent que leur fils avait voulu envoyer, par exemple, Air Guinée. Mois de janvier 2010, Air Guinée atterrissait ici. On a supprimé ça au nom, par exemple, d'une précipitation électorale. On voulait électrifier la Guinée avec le gouvernement de Comora. Au nom d'une élection précipitée, on a stoppé tout cela. Mais au-delà de tout, le CNT, personnellement, encore dans une démarche personnelle... Alors pour vous pensez qu'il faut éviter à ce que ces erreurs ne se répètent comme l'a dit Doumbouya tout récemment. Il faut éviter de répéter les erreurs du passé. Vous comprenez? Maintenant, la République de Guinée, j'aime souvent le dire, beaucoup de personnes disent que j'aime souvent aller sur les questions économiques, c'est tout à fait important parce que quelles que soient les bonnes idées que nous avons dans un pays, ces idées ne peuvent se réaliser seulement que quand vous avez de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, imaginez que la République de Guinée, ça fait maintenant 20 années, on oscille dans un budget prévisionnel de 1,5 à 2,5 milliards. Pendant que ce temps, la Côte d'Ivoire, le Sénégal font 20 fois ce que nous sommes en train de faire. Pendant ce temps, la Guinée a la première réserve de bauxite au monde. Pendant ce temps, nous avons la première réserve de fer au monde. Vous imaginez tout cela? C'est catastrophique. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière qu'on ne doit pas se précipiter pour la simple raison parce que ceux qui ont créé des conditions aussi lamentables et pitoyables en République de Guinée étaient plus dangereuses que le génocide. Vous voulez dire par là que le président Doumbouya avait raison lorsqu'il pointait du doigt cette classe politique. Vous-même, vous étiez là-bas, mais heureusement que vous n'avez pas encore, jusqu'à aujourd'hui, occupé de hautes fonctions, que cette situation que la Guinée connaît aujourd'hui, qu'ils avaient une grande part de responsabilité dedans. Une très grande part de responsabilité. Parce que je vous dis, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité.
On n'a pas tout ce que nous avons besoin aujourd'hui parce que tout simplement, il y a des responsables qui ont failli lamentablement à leurs responsabilités et nous ont mis dans une condition pitoyable. Ils ont amassé l'argent de l'État. Nous avons dit qu'il faut impérativement... Il faut parce que ça a commencé à plus ou moins changer un petit peu pour l'électricité. Non, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Autant d'Alpha Condé, quoi qu'on dise, par exemple, il a amélioré l'électricité. Mais cela ne peut pas aussi masquer le fait que la corruption et le détournement des deniers publics étaient devenus un droit pour ceux qui géraient aujourd'hui cette nation. Donc, on ne peut pas se dire que parce que tout simplement, c'est un pouvoir transitoire, il faut précipiter les choses, aller aux élections présidentielles. Moi, je pense que ce que doit animer aujourd'hui les citoyens guinéens, particulièrement les hommes politiques, c'est d'abord l'intérêt. Alors, vous êtes de ceux qui disent qu'il faut accorder assez de temps au CNRD pour pouvoir faire les choses correctement, c'est ça? Obligatoirement. Vous savez pourquoi? D'accord. Oui, rapidement, on va donner la parole à Yacine qui va poser une question. Vous savez pourquoi? Oui. Je l'ai dit la fois dernière. En Guinée, on a au moins 2000 postes comptables, avec moins de 30 inspecteurs d'État. Vous pensez que c'est avec une précipitation qu'on va trouver solution à cela, qu'on va baliser, qu'on va essayer de mettre une nation viable pour aller vers les objectifs impérativement pour faire toutes ces actions? Vous pensez que les autres, même le futur président, n'a pas la capacité, ce qui viendra après, ce qu'il faut justement pour poursuivre les chantiers? L'État, quand même, c'est la continuité. De toutes les façons, je reviens encore une fois de plus, on a précipité quelque chose, on a tiré sur Dadis Camara. Après, Sékou Konaté est venu. Un président civil est arrivé, en la personne d'Alpha Condé, avec 11 ans. Vous pensez qu'il a pu résoudre tous ces problèmes? En 24 ans, est-ce que Conté a pu résoudre tous les problèmes? De même que ceux qui sont là aussi, moi les questions... Monsieur Kaba, de même que ceux qui sont là aussi ne pourront pas régler tous les problèmes avant de partir. Ce n'est pas une question de militaire ou de civil. Monsieur Kaba, justement, vous êtes en train de me donner raison. Ce n'est pas une question de militaire ou de civil. On devient d'abord civil avant de devenir militaire. Ce que j'ai envie de dire, quand l'opportunité est là et vous voyez des personnes qui ont la volonté de changer les choses, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, personne ne pourra me dire aujourd'hui que Mamadi Doumbouya n'a pas la volonté aujourd'hui de changer. Parce que d'ailleurs, il y a ce principe en management qui dit que... Est-ce que vous connaissez parmi les politiciens quelqu'un qui n'a pas la volonté de changer? La volonté de changer, mais attendons d'abord que cette personne soit aux affaires. Moi, par exemple, je suis en train de dire que je veux devenir le prochain président, par exemple, de la République de Guinée, comme tous les autres. Mais l'exercice devant laquelle nous devons être mis, c'est confronter les idées, parce que ce sont les idées qui bâtissent les grandes nations. D'accord. Yacine avait demandé. Oui, vas-y. Que faites-vous alors? C'est une question de relance. Oui, toujours dans le même cas. Que faites-vous de l'usure du pouvoir qui peut, à un moment donné, vous savez, quand on est dans le pouvoir et quand... S'il y a l'usure du pouvoir qui joue son rôle et après on s'accroche au pouvoir et le goût du pouvoir aussi vient. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Est-ce que si, à force de faire une transition longue, justement le colonel qui aujourd'hui a beaucoup de volonté ne pourrait pas se retrouver justement avec un changement en fait, voilà, négatif? À ce niveau, moi ce qui m'importe c'est que je pense être vraiment raisonnable. D'abord nous, à notre niveau, quand on a demandé à ce que les acteurs politiques proposent un calendrier, nous avons proposé 39 mois au sein de la coalition Alliance des partis pour la victoire, dont j'ai l'honneur de présider, à PAV, composé de 27 partis. Vous l'aviez proposé depuis quand? Au moment où on a demandé à tout le monde de proposer. 39 mois. Hein? Parce qu'un premier temps, d'abord à l'arrivée du CNRD, nous avons fait un mémo. À l'époque, nous n'étions pas d'abord constitués en tant que coalition politique, mais avec le temps et l'espace, on a pu se rencontrer avec d'autres personnes. Sauf que les choses ont changé maintenant, 39 mois. Oui, avec le changement des choses. Maintenant qu'il y a un changement, il y a un chronogramme qui a été décliné. Effectivement, avec le changement des choses. Avec les 10 actions, est-ce que vous tenez compte toujours de cela? C'est à l'issue de la proposition de ces 10 actions au Palais Mohamed V que nous avons essayé de se retrouver, discuter et puis trouver maintenant un compromis sur lequel nous avons proposé 39 mois. Je crois que c'est à l'issue maintenant de cela aussi que d'autres personnes aussi avaient proposé 39 mois. Le CNRD a fait un choix. Après, maintenant, ce choix, le CNT aussi s'est prononcé parce que de toutes les façons, c'est aussi des citoyens. Autant, nous, les acteurs politiques, nous avons la possibilité de nous prononcer sur le délai de la transition, autant aussi le CNT a aussi la possibilité aussi de se prononcer là-dessus, autant le CNRD. Nous sommes tous des citoyens. Mais ce qui est plus important, est-ce que le délai proposé est raisonnable, est jouable? Nous estimons tout simplement que oui. Parce que nous avons dit, notre priorité d'abord, ce ne sont pas les élections présidentielles. Pourquoi?
Bien vrai que nous croyons, nous estimons que nous allons nous battre et nous allons conquérir, exercer le pouvoir après les militaires. Nous sommes fermes là-dessus, je reviens encore une fois de plus, quand vous voulez atteindre un objectif, il faut avoir au moins 85% de conviction, 10% de moins et 5% de savoir. Nous, dans le parti l'AGN et la coalition Alliance des partis pour la victoire, nous estimons que nous avons une conviction qui est plus grande que le ciel et la terre. Parce que tout simplement, nous estimons que nous avons une offre, un projet de société que nous allons proposer aux Guinéens et nous pensons que c'est la meilleure offre. À l'issue de cela, nous savons qu'actuellement, il y a des Guinéens conscients et consciencieux qui estimeront tout simplement que oui, il faut désormais permettre aux gens qui ont la capacité et la crédibilité de diriger ce pays vers le succès. Oui, la question, Yacine. Allez-y. Alors, d'accord, allez-y. Alors, la question que je voudrais vous poser, vous avez, comment on appelle, envoyé une proposition de 39 mois de transition. Finalement, le CNT dit que c'est 36 mois. Mais jusqu'ici, on ne sait pas à quel moment ça va commencer. Parce qu'on a entendu le porte-parole dire que c'est quand le porte-parole du gouvernement dire que c'est quand les actions seront lancées. La première chose, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de surfer sur ces 39 mois, entre autres, que vous avez proposés pour gagner du temps? Et la deuxième question toujours, est-ce que vous ne pensez pas que comme ça, là, la Guinée s'expose à de lourdes sanctions internationales? Ok. Pour la première question d'abord, je crois que pour les 39 mois, ou bien les 36 mois, nous avons estimé tout simplement que ça doit débuter du moment où directement l'annonce est faite. Mais même si on grignotait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, j'ai dit que l'amont n'est pas plus important mais l'aval. Pourquoi? Parce que si on fixe les élections présidentielles... Oui, c'est important. Vous pouvez revenir. L'amont n'est pas plus important, c'est l'aval. Voilà, pourquoi? Ça veut dire qu'ils peuvent attendre 3 ans avant de commencer? Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Permettez, par exemple, tout à l'heure, on dit que les élections, la transition va débuter au mois d'avril. Ils ont pris 2 semaines, 3 semaines. Les 3 semaines-là, il faut faire en sorte de dissoudre ça dans le délai restant, mais faire en sorte que la date des élections présidentielles puisse vraiment être respectée. Parce que je sais que l'aboutissement de toutes les transitions sur l'organisation des élections. Attention, ça glisse. Ça glisse. Les 3 semaines, ils peuvent les dissoudre dans le délai restant. Ça veut dire que le délai qui a été fixé n'est pas... C'est pas un délai raisonnable, quoi. Il y a eu beaucoup de fenêtres. Je vous donne un exemple. On vous donne un projet pilote, de l'exécuter en 2 ans. D'accord? Mais ça doit commencer, par exemple, le 20 mai. Le 20 mai, pour des raisons X ou Y, des décès ou bien, etc., vous partez jusqu'au mois de... Au 20 juin. Au 20 juin. Maintenant, à vous de faire en sorte que vous puissiez mettre tout ce qu'il faut nécessairement pour aboutir au délai de 2 ans, pour ne pas que cela dépasse. Il n'y a pas un risque que le travail soit bâclé? Non, de toutes les façons, je vais vous dire encore une fois de plus. Tous ces petits chamaillements, des petits calculs et tout moi, ça, ce n'est pas des petits calculs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas des petits calculs, moi, je vais vous dire quelque chose. Selon ce qui me concerne, c'est là qui concerne. Bientôt 9 mois depuis qu'ils sont là. Oui, les 9 mois, je l'ai bien dit. Si ça ne tenait qu'à nous, Parce que vous savez, ce qui m'importe le plus en Guinée ici, c'est la question des finances. Tout part de là. Si on parvient à résoudre ce problème, la Guinée va décoller. Je ne peux pas comprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure là, un pays autant immensement riche, je le dis encore, je le répète, puisse avoir un budget de 2,5 milliards. C'est imaginable. Pendant ce temps, nous avons des grands économistes ici, on dit ici qu'on a les grands libéraux, etc. C'est pourquoi, à chaque fois que je pense dans les médias, j'exige souvent, surtout vous les journalistes, quand vous avez un acteur politique à la tête d'une formation politique, demandez-leur comment est-ce qu'il va réaliser son projet de société, où il va prendre l'argent. Quand ce genre de question est posée, je crois que beaucoup de personnes vont fuir vos studios. Oui, mais est-ce que alors, l'autre question. Attends, il va revenir dans mais est-ce que vous n'êtes pas en train alors de décevoir un peu ceux qui ont, si vous voulez, sont en train de formuler ou en tout cas fonder l'espoir sur la jeunesse quand vous-même... La jeunesse? Oui, j'en viens. Ceux qui pensent aujourd'hui... Celui qui pense que je suis jeune doit voter pour moi, qu'il me mette à côté. Moi, je pense que c'est qui est assez fondamental. La compétence, la proposition. Ça, c'est un détail. Parce que ce ne sont pas seulement les jeunes qui ont besoin de vie décente et épanouie ici. Vous aurez besoin, les femmes, les hommes, les jeunes, les personnes âgées, tout simplement des Guinéens. Bien, alors ma question, elle est toute simple. Vous voulez un décollage économique de ce pays. Vous voulez que ce pays avance. Nous sommes dans une période transitoire où l'investissement extérieur est entre griffes
bloqué, où à l'interne, les besoins sont énormes. Il y a une crise mondiale économique qui plane. On n'a pas fini avec la Covid-19. Vous demandez une transition, par exemple, de 3 ans. C'est-à-dire, pendant 3 ans, est-ce que vous pensez que ce régime d'exception, qui n'a pas de financement, peut tenir? Ça, c'est un aspect. Est-ce que vous avez examiné un peu les conséquences que cela pourrait avoir sur non seulement les citoyens, mais aussi la contestation qui dessine à l'horizon? La déception que j'ai souvent, c'est quand j'entends souvent un Guinéen compter sur l'aide extérieure pour pouvoir faire décoller ce pays. L'aide extérieure n'a jamais fait décoller un pays. Je vais venir. Demandez tous les grands économistes, tous les grands financiers. On est d'accord sur un fait. Mais en attendant qu'on puisse décoller de nous-mêmes. Oui, permettez-moi. Permettez, s'il vous plaît. Il faut qu'on précise. La plupart des pays sous-développés que nous connaissons avant qu'on ne se relève, il faut quand même d'abord bénéficier non seulement d'un soutien, d'un accompagnement, des programmes. Maintenant, à ce niveau, je crois qu'on sera clair tout à l'heure. On sera très édifié. D'abord, tous les grands financiers sont d'accord sur quelque chose. La République de Guinée est aujourd'hui le pays à qui on adopte mieux les instruments de la macroéconomie sans qu'elle ne puisse refléter un niveau de développement qui ressemble à son sol et son sous-sol. Posez-vous la question. Donc, je reviens encore là-dessus. Aucun pays ne peut connaître ce qu'on appelle le développement en comptant sur l'aide extérieure. Je parlais tout à l'heure d'un budget prévisionnel, c'est-à-dire recettes et dépenses 2,5 milliards. Je vais vous donner des exemples aussi banals. D'abord, nous avons dit que chez nous, avec notre idéologie politique, économique et sociale que nous avons appelée le circonstancialisme, on va partir de quelques petits éléments. Aujourd'hui, prenez dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire, vous avez des banques mauritaniennes, vous avez des banques nigérianes, des banques ivoiriennes, etc. Et tout. La Guinée a 64 années d'indépendance aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt oscillent entre 16 et 18%. 16 et 18%. C'est énormissime. Nous, à notre place, quand on vient, on crée d'abord un cadre de partenariat public et privé, parce qu'on dit en management qu'un cadre supérieur d'une entreprise publique est lui-même aussi une entreprise. Dans ce cadre de partenariat public et privé, entre l'État et, par exemple, les particuliers, les Guinéens qui ont vécu dans le secteur bancaire, nous injectons de l'argent. Maintenant, quand nous allons injecter de l'argent, on ramène d'abord le taux d'intérêt à 4%, ce qui apporte de l'intérêt. Maintenant, de l'autre côté, vous ne pouvez pas imaginer, avec l'argent de l'État, l'État est riche. Je viens vous démontrer tout à l'heure comment l'État doit avoir de l'argent. Aujourd'hui, prenez par exemple Orange Guinée. Je dis, un État qui veut se développer, qui veut aller de l'avant, il est égoïste, il est jaloux, il est protecteur. Regardez, imaginez Orange Guinée qui est là aujourd'hui. Orange Guinée est sous le label de la Sonatel du Sénégal. Sonatel du Sénégal appartient au gouvernement sénégalais. Mais savez-vous que Orange fait plus d'un intérêt de 1,5 milliard en Guinée? Ça va où? Dans les caisses de l'État sénégalais. Dakar est plus belle que Conakry. Ça vous étonne? C'est parce que tout simplement, il y a eu de l'inconséquence dans ce pays. Des gens ont fui leurs responsabilités, ont tout privatisé. Imaginez la SAC de Sikiri. Il y a eu des politiques favorables au Sénégal. Voilà. Regardez par exemple la SAC de Sikiri. La SAC de Sikiri, selon les estimations, fait un intérêt de plus de 3 milliards par an. Mais regardez, la SAC de Sikiri appartient à qui? Au gouvernement ghanéen, la Santigol. Le gouvernement ghanéen vend l'or de la Guinée avec son cachet. Seulement qu'en bourse, il gagne des milliards. Prenez ces 3 milliards ajoutés, par exemple, au 1 milliard au niveau de la Sotelgui. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'abord, on ne dit pas à Orange de partir, mais on réveille la Sotelgui. Quand on réveille la Sotelgui, on prend carrément l'échange électronique. L'échange électronique, je viens. L'échange électronique, là, la monnaie électronique que nous faisons, on met ça dans le portefeuille, par exemple, de la Sotelgui. Mais là où vous ne répondez pas à l'interrogation de Sékou, là où vous ne répondez pas à l'interrogation de Sékou, c'est que vous déroulez votre programme de société, vous, en tant que président élu. Mais là, on parle spécifiquement de la période transitoire. Parce que la Sotelgui, toutes les réformes dont vous parlez, pour l'instant, c'est même pas d'actualité. Cette période transitoire, par exemple, pendant le règne de Lansana Conté, paix à son âme, pendant cette période, il y a eu cette privatisation à outrance des personnes qui tiraient seulement que des profits, leurs petits intérêts. D'accord? Maintenant, Dadis est arrivé, on a connu ce qu'on a connu, ce combat s'est passé. Le président Alpha Condé est venu, il n'a pas pu faire. Maintenant,
pendant que le colonel Mamadi Doumbouya est là. La fois dernière, vous avez vu avec les miniers, il les a sommés. Aucun d'entre vous ici n'a respecté le contenu, par exemple, des contrats. Vous comprenez? Il les a sommés désormais de faire en sorte qu'il y ait une transformation ici sur place. C'est dans notre projet de société. C'est déjà un acquis ou pas? C'est un acquis. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est une déclaration. À relativiser. À relativiser. C'est une déclaration. C'est une déclaration. C'est pas un acquis. C'est une déclaration. En fait, c'est pas un acquis. Non, ce que j'ai envie de dire, il a fait une déclaration. Rapidement, sur ce que j'ai envie de dire, rapidement sur cet aspect-là, on va aller. Il y a aussi, il y a des questions par rapport aux menaces de la classe politique là, les menaces de la classe politique. Mais le risque de sanction de la CEDEAO. Le risque de la sanction. J'ai dit tout simplement, vous savez. C'est vrai que la CEDEAO ne peut sanctionner la Guinée seulement que sur la base des rapports que certains Guinéens apportent. Je vais vous dire clairement. D'accord? Sur la base des rapports. C'est pourquoi j'ai dit que pour une fois, il faudrait que tous les Guinéens essayent de mettre des intérêts ou bien des calculs cachés de côté. Pour une fois, on donne la chance à cette transition, aux gens qui gèrent cette transition, de poser des bases qui vont vraiment ressembler à une vraie refondation. Pendant ce temps, celui qui ne se reproche de rien, chacun est libre maintenant d'aller dans la course. C'est pourquoi d'autres personnes commencent à dire oui, il y a des hommes politiques aujourd'hui qui veulent que oui, la CRIEF prenne les gens pour que la voie soit libre. Nous avons refusé des choses ici extraordinaires dans ce pays. Voulez-vous que nous partions avec des personnes qui ont souillé ce pays? Donc vous pensez que les opérations de la CRIEF ont eu une grande part de responsabilité dans le refus de certains politiques de participer au dialogue? Oui, je pense très bien. Moi, je pense très bien. Parce que d'abord, je l'ai dit, la démarche de la CRIEF, il ne faut pas prendre les gens arbitrairement, il ne faut pas aussi biaiser la procédure. Mais quand la procédure est respectée, il faudrait que chacun apprenne aussi à sacrifier son fils. Je l'ai dit tout à l'heure, chacun vient d'une famille. Aujourd'hui, si Baïla est mon frère, si Baïla faute, et qu'il est rattrapé, par exemple, par des déboires, comme on appelle, administratifs, il faudrait que je sois en mesure d'accepter que oui, mon frère doit partir parce qu'il a fauté. D'accord. Vous comprenez? Oui. C'est seulement en cela que cette nation peut changer. Si ce n'est pas comme ça, on va tourner en rond, chacun veut protéger son fils, chacun veut protéger son cousin. On n'ira pas d'un iota. Donc, il faudrait désormais que le patriotisme puisse primer surtout pour que ce pays puisse désormais... D'accord. On parlait tout à l'heure du chronogramme. Que pensez-vous donc du rejet de ce même chronogramme par le canal du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibourou, mais aussi les menaces qui pèsent, les menaces de la classe politique qui n'excluent pas la reprise des manifestations politiques? Oui. La reprise des manifestations politiques, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, que chaque fois qu'on veut poser des actions, il faudrait faire parfois une analyse comparative de ce qui s'est passé. Regardez, je ne veux pas vous expliquer, mais vous qui êtes là autant que moi, on s'est rendu compte que la Guinée, depuis un certain moment, n'arrive pas à maîtriser, par exemple, les manifestations. Quand c'est comme ça, il faudrait un petit recul pour essayer de voir une autre forme. Mais je l'ai dit et j'assume. J'ai dit la fois dernière que je ne veux pas qu'un autre 28 septembre se produise en République guinéenne. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qui s'est passé lors de... Mais quand on dit manifestation, ce n'est pas forcément qu'un autre 28 septembre se produise. Il y a des méthodes... Pourquoi derrière ça se produirait? Attends. Vous donnez aux gens le droit de sortir de l'exprimer leur ras-le-bol. Je ne dis pas... Pourquoi les gens mourraient? Je n'interdis pas à quelqu'un d'exercer son droit. En quoi donc il y aurait un risque de se retrouver comme parce que ce n'est pas un argument qui pourrait être brandi par les autorités pour empêcher les manifestations? Parce que tout simplement, il y a eu des expériences. Vous savez, moi j'ai peut-être parfois quelque chose de spécifique. J'assume ce que j'ai dit. J'ai dit que quand je prends par exemple l'exemple sur la transition d'Addis Camara, gérée par Addis Camara, vous avez vu, le 28 septembre, je l'ai dit que le moment venu, lorsqu'il y a une justice fiable, vous verrez très clairement ce qui va se passer, ce qui sera dit. On a fait tout cela, c'était pour tout simplement brandir des morts, pour essayer de dire que celui qui se vante pour dire tout simplement que oui, ma main est propre, désormais, sa main est ensanglantée, donc on ne doit plus le faire confiance. C'est très grave ce que vous avancez là, parce que vous n'allez pas me dire qu'en amont, on savait que ce massacre allait se produire si toutefois... Vous ne saviez pas ou bien les gens ne savaient pas?
la question, c'est vous qui le dites. Oui, vous ne savez pas. Vous saviez qu'il allait y avoir massacre, au 28 septembre. Vous saviez, oui ou non? D'où l'importance que le procès se tienne. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire. La fois dernière, j'ai rappelé une théorie de Nicolas Machiavel qui dit que sacrifier 1000 personnes en politique n'est pas un crime, c'est pour franchir des étapes et atteindre son objectif. Il y a beaucoup de chefs d'État qu'on a fait partie en Afrique particulièrement. Non, parlons du cas de Dadis. Est-ce que vous saviez qu'il allait y avoir massacre au stade? C'est ce que je doutais. Je doutais pleinement qu'il allait y avoir. Pourquoi? Parce que vous pensez... Et des citoyens qui sortent sans armes, encore moins armes blanches, je vais vous dire, qui vont au stade, le jour que le 28 septembre, pour tenir un discours. Mais pourquoi? D'abord, la date faisait défaut parce que la date du 28 septembre est symbolique pour nous les Guinéens. Deuxièmement, pourquoi? Le président Dadis a dit... Quand vous dites qu'il faut craindre qu'il y ait un autre 28 septembre, oui, mais il faut comment ça s'est passé le 28 septembre? Oui. Non, mais attention aussi, c'est pas le seul. Il y a d'autres politiques qui, en faisant des menaces de manifestation, ont fait référence au 28 septembre. Est-ce que le CNRD souhaitait agir de cette sorte? Je n'ai pas dit que non. De toutes les façons, je ne suis pas un porte-parole du CNRD. Ah, mais voilà, je suis un politique. Mais donc, quand vous dites qu'il faut éviter un autre 28 septembre, je ne sais pas, qu'est-ce que vous insinuez? Moi, je crains. Chaque fois qu'il y a eu des manifestations ici, vous savez, de 2010 jusqu'à nos jours, vous savez combien de Guinéens ont perdu la vie? Mais il y a eu des manifestations, il y a eu 0 mois. 0 mois. Il y a eu des manifestations, il y a eu 0 mois. Est-ce que l'interdiction de ces manifestations, il y a eu plus de manifestations. Est-ce la solution? Il y a eu plus de manifestations où il y a eu de morts que de manifestations là où il n'y a pas de morts. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des manifestations pacifiques 0 mois? Vous savez que c'est possible. On est presque arrivé au terme. L'interdiction. Maintenant, on manifeste pour quoi? Quelle est la raison? Rapidement, l'interdiction du CNRD, rapidement. Et pensez-vous que cette interdiction est légale et que c'est la bonne solution? Ce n'est pas légal. Ce n'est pas la bonne solution. Mais j'ai dit qu'à un certain moment, il faut une dose de patriotisme et de bonne foi. D'accord. Donc, à cet effet, moi, je ne pense pas que l'interdiction puisse être, par exemple, la solution. Mais l'autorité, à un certain moment, sa volonté s'impose à tout le monde. Parce que tout simplement, quand vous savez que la sécurité des personnes que vous devez protéger est en danger, vous pouvez prendre des solutions qui puissent vraiment correspondre à protéger leur sécurité. Sauf qu'en attendant, ils ne vous ont pas dit qu'ils sont en danger, c'est politique, entre parenthèses. Alors, le chronogramme rejeté par Jean-Claude Je ne parle pas des politiques. Votre mot là-dessus, le chronogramme, on parlait de chronogramme, le chronogramme qui a été rejeté par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Moi, je pense que je serais très heureux, je l'ai dit encore, je répète une fois la plus, il faudrait que ce cadre de dialogue dont les acteurs politiques refusent de prendre part, certains acteurs, il faudrait qu'on prenne la peine de venir participer à ce dialogue. Chacun va dégager les idées, les arguments contre arguments. À l'issue de cela, on trouvera un compromis. J'ai souvent l'habitude de le dire que la vérité ne se possède pas. Ce n'est pas l'apanage d'une personne ou un groupe de personnes. Compromis. Mais la CEDEAO, je parle de la CEDEAO maintenant, M. Kaba, le chronogramme. Mais c'est ce que je dis. Du moment où on a appelé la CEDEAO de venir être partie prenante par rapport un peu à ce cadre de dialogue, la voie est ouverte. C'est aux autorités maintenant d'accepter ou pas, parce que de toutes les façons, je ne suis pas celui qui gère la transition. Je ne suis pas un ministre de la République. Monsieur Mori Kaba, président du parti Avenir d'une Guinée Nouvelle AGN et président de la coalition, l'Alliance des partis pour la victoire APAV. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire. Merci Sékou Keita, merci Afa Doba.